Bonjour Madame Elbaum et merci d'être avec... Hop, le petit micro pour vous. Et, voilà, c'est l'irruption des femmes sur ces sujets, voilà, à commencer par la chef du SSMSI et moi-même. Alors, avant de parler évidemment du SSMSI de votre part et de voir comment vous travaillez avec elle, comment les choses pourront évoluer, peut-être rappeler quand même un petit peu ce qu'est l'autorité de la statistique publique et quelle est son action en matière de régulation. Alors, je vais peut-être d'abord partir de la statistique publique. Parce que la statistique publique, donc en France, c'est l'INSEE et les services statistiques ministériels. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un modèle original, que d'ailleurs ont du mal à comprendre certains de nos collègues étrangers européens. Et c'est un modèle qui est un pari. Il est un pari sur 2 points. Attention à votre micro. D'abord, on a une intégration statistique, études, recherche. Pas de rupture. Et on pense que la bonne statistique, elle est faite à partir d'études qui arrivent à commenter et à interpréter les chiffres. Et ça, c'est un point, mais vraiment fondamental, qu'il faut défendre. Et puis, deuxièmement, c'est un modèle où les services statistiques ministériels, donc qui dépendent, qui sont à l'intérieur des ministères, sont en même temps chargés de faire des statistiques indépendantes. Et ça, évidemment, de l'étranger, parfois, on nous regarde, et c'est un pari. Et dans ces cas-là, le système qu'a choisi la France pour faire ça, alors d'abord, au niveau européen, on respecte un petit livre bleu dont je ne me prive jamais, qui est le Code des bonnes pratiques de la statistique européenne, qui est quelque chose d'extrêmement puissant dans les détails et les 17 principes qu'il met en avant. Donc il y en a toute une série sur la qualité, les méthodes, etc. etc. Mais il parle aussi des moyens, mais il parle aussi des nominations des chefs de SSM, et il parle de l'indépendance dans la programmation des études et des statistiques, et il parle de l'indépendance aussi dans le calendrier et le contenu et le mode de diffusion des publications. Et ceci a été beaucoup renforcé. Et c'est des choses qui sont incroyablement fortes quand on les lit. Et la France, en plus, a élargi ça, puisque ce n'est pas seulement la statistique européenne qui est dans ce cadre, mais c'est toutes les statistiques. Pardon, c'est toutes les statistiques qui sont faites par le service statistique public. Alors bon, c'est un pari. Et puis l'autorité, elle sert à quoi? Elle a été créée en 2008. Elle sert à garantir que ce pari est viable et respecté. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire une vigilance quotidienne. Et là non plus, il ne faut pas se rappeler de questions. Monsieur Vedel disait que spontanément, tous les ministres ne sont pas prêts à voir diffuser des données qui parfois peuvent être un petit peu gênantes en termes de bilan. Il y a aussi des journalistes qui sont à l'affût de scoops plus ou moins vrais, plus ou moins avant, plus ou moins. C'est non. Et on a précisé beaucoup les choses avec un cadre de référence qui est extrêmement précis, qui est un autre petit carnet dont je me munis pour la diffusion des publications. Et on y veille. Alors, quels sont les moyens par rapport à cela de l'autorité? C'est des moyens qui sont à la fois faibles et forts. Elle peut s'autosaisir. Et deuxièmement, elle peut publier, et elle ne s'en prive pas, des délibérés publics ou des communiqués publics. Alors, bien évidemment, comme on est sur le terrain de la communication, la menace d'un communiqué public, en général, dissuade
certaines tentatives qui sont elles aussi sur le terrain de la communication. Parce qu'évidemment, si on diffuse trop tôt ou mal ou faussement des données qu'on a un communiqué de l'ASP, on a un peu raté. Voilà. D'accord, parce qu'il y a ces notions évidemment d'embargo aussi autour des chiffres. Bien évidemment, d'embargo, de limitation de la diffusion anticipée, et ça nous arrive aussi de parler de ça à la presse, hein. Bien évidemment, là aussi, on n'est pas chez les bisounours. Voilà. Alors, le deuxième point qui est très important et que moi j'ai découvert effectivement en arrivant à l'autorité, c'est qu'on a un changement structurel du paysage des données. Et qu'on est à la fois, et ça c'est très important pour le SSMSI, dans certains ministères, ou notamment régaliens, où la culture statistique, disons, n'était pas arrivée complètement à maturité en termes de transparence et d'habitude de diffusion des données, mais en même temps un monde où tout et n'importe quoi est ouvert, à bon ou à mauvais escient. Et donc la position claire de l'ASP, c'est de dire, eh bien, le seul moyen, et ça a été dit aussi de contrecarrer tout ça, ben, c'est de diffuser de la bonne statistique et de l'estampiller en tant que telle. Et ce rôle du service statistique public pour estampiller, maintenant on estampille aussi au-delà, il est fondamental et c'est ça que surveille l'autorité de la statistique publique. Et c'est ça, alors je ne vous parle pas des histoires de droit, de positionnement, tous les incidents sont relevés dans notre rapport annuel. D'accord. Vous parliez par exemple de la nomination des chefs du SSM. C'est quoi la règle? Quelle est la règle et ce qui est issu de ce code européen? La règle suivie en France, elle est... Alors, l'autre point important, c'est que l'ASP, elle essaye que les choses soient réalistes dans notre milieu français, qu'on ne prenne pas des positions extrêmement théoriques que peuvent nous recommander les autorités européennes, mais qui ne sont pas très viables dans notre système. Pour les directeurs d'administration centrale, qui sont en même temps chefs de service statistique public, l'ASP donne un avis sur 2 points. D'une part, leurs compétences statistiques, et d'autre part, sur leur capacité à faire respecter l'indépendance de la statistique publique. Donc c'est puissant. Et pour les autres chefs de service, nous avons mis en place, avec l'INSEE, le fait qu'il y ait un membre de niveau supérieur du service statistique public qui soit dans les comités de sélection, voilà, pour effectivement surveiller, enfin si vous voulez, ces deux principes, mais en même temps, nous ne remettons pas en cause le fait, bien évidemment, que les procédures de nomination habituelles s'exercent, qui est la condition sine qua non de notre modèle, où on a des directions d'administration centrale ou des services avec tout ça. Alors, vous le disiez tout à l'heure, c'est un pari aussi que vous avez fait. Il y a cette notion d'indépendance, vous l'avez déjà évoqué, vous avez parlé de la rigueur, il y a aussi des questions de déontologie. Tout ça, ça fait partie des valeurs essentielles et fondamentales de la statistique publique. Ça fait partie des valeurs essentielles, fondamentales, et puis ça fait partie aussi des techniques à faire comprendre. Enfin, je veux dire, c'est très difficile à faire comprendre, par exemple, ici ou ailleurs, qu'une bonne estimation vaut mieux qu'un mauvais exhaustif troué. C'est tout sauf évident. Bon. Deuxièmement, que quand on a des données au-delà des corrélations, faire du toutes choses égales par ailleurs est quand même assez intéressant. Et notamment quand on veut relier, par exemple, la délinquance à la nationalité, mais aussi au problème de niveau de diplôme, de lieu de résidence, de niveau social, j'en passe, c'est des meilleurs. Et que avant que les corrélations sautent aux yeux, se demander un peu finalement quels sont tous les facteurs et comment ils s'agencent pour expliquer ça, c'est des techniques vraiment, c'est des techniques de base de la statistique publique et des statisticiens, et dont on se rend compte que finalement la compréhension n'est pas si immédiate que ça, alors qu'elle est indispensable. Alors évidemment, mais là je vais pas y revenir, on a
fait arriver à devenir dans ce ministère l'idée que la statistique, et Christine avait fait un très bon article dans le blog de l'INSEE à ce sujet, reposer sur ses deux pieds, à savoir les enquêtes auprès de la population et puis les décomptes des statistiques administratives qui, comme disait François, il faut les faire parler et parler entre eux. C'est quelque chose qui est évident dans toutes les parties de la statistique publique. Moi, je viens du domaine social. En matière de chômage, on a les deux sources, les deux types de sources. En santé, c'est pareil aussi. On a une enquête, on a un système national des données de santé. Et je crois qu'on ne s'en sort pas autrement. Et d'ailleurs, avec la possibilité d'entrecroiser et de mettre les enquêtes l'un sur l'autre. Donc, quelque part, sous la technique et les méthodes, il y a aussi des représentations. Il y a aussi le fait qu'on recherche des explications. Et la déontologie, c'est pas seulement le bon chiffre, et c'est surtout pas le bon chiffre à la virgule près avec 3268 et pas 3269. C'est ça. C'est le sens. C'est le sens. La statistique par rapport à la marée des data, c'est des concepts, des champs, des nomenclatures et des techniques d'interprétation qui rendent les statistiques interprétables et comparables pour que et les décideurs et les citoyens puissent s'en servir. Et par rapport à cette marée de fake news, mais aussi d'ouverture de data, parce qu'il y en a plein partout, et ce qu'on essaye de rechercher, c'est ça, la marque de la statistique. Alors, c'est amusant, parce que les statisticiens publics, c'est dans leur ADN, c'est dans le biberon qu'ils ont bu dans les écoles, mais quand ils arrivent dans l'administration, je suis bien placée pour leur dire, c'est parfois un chemin de croix, et c'est parfois un parcours du combattant que sur ces notions de base-là, finalement, de voir que tout le monde n'est pas d'accord spontanément et qu'il faut en faire la pédagogie. Si on en vient maintenant spécifiquement au SSMSI, qu'est-ce qui, pour vous, est important dans ses missions et dans son indépendance, bien évidemment, au regard de ce que vous venez d'évoquer de manière très générale sur la statistique publique? Eh bien, bien évidemment, ce qui est important, alors d'abord, l'autorité, mes prédécesseurs, l'autorité est née en 2008. Donc, elle a suivi tout le process de création du SSMSI, puis après du rapatriement des enquêtes de victimation entre l'INSEE, puis la collaboration avec le CSMSI, puis le SSMSI, voilà. Et bien évidemment, en approuvant à chaque fois, non pas l'organisation choisie, parce que ça, c'est pas directement son job, mais la garantie que l'organisation choisie préserve cette indépendance et permettent ces progrès en matière de statistique. Alors, moi, ce que je dirais maintenant un peu plus, et je voulais en parler peut-être dans les perspectives d'avenir, mais c'est qu'on voit bien que cet ancrage dans le service statistique public, et c'est un peu moi ce qui est un axe de réflexion en ce moment, structure des capacités de renforcement réciproque de tous ces services, c'est-à-dire que les partages ne sont pas seulement ceux de méthodes statistiques, mais sont aussi ceux des expériences, des concepts, des données qui sont intéressantes les unes avec les autres. Donc, on a parlé bien évidemment, et le SSMSI commence à être au cœur de tout ça, avec la justice, avec les armées, parce qu'il y a notamment la gendarmerie qui est, certains des personnels en commun, mais peut-être aussi avec, et je vais en parler sur les perspectives d'avenir, des questions qui sont autour du social. Et on le voit bien, par exemple, le SSMSI, alors bien sûr fait beaucoup de choses sur les violences, on en a parlé, commence à aborder les violences sexuelles et sexistes, les violences intrafamiliales, des sujets etc., qui sont effectivement etc. émergents, ou en tout cas qui existaient déjà et qui émergent grâce à la statistique. Absolument. Mais aussi, on n'en a pas parlé, les discriminations, les violences liées aux discriminations. Dernière publication de France Portrait Social. Et puis, mais aussi,
la question qui se pose aujourd'hui, c'est aussi le partage futur. Le ministère, ce ministère et ses personnels commencent à se poser des questions de conditions de travail, de santé au travail, de rémunération, comme l'ensemble d'ailleurs de la fonction publique. Il y a des problèmes d'attractivité qui se posent à un moment donné, qui se posent aussi dans la durée en termes de mobilité potentielle, à la fois salariale, géographique, mais aussi de concurrence potentielle avec le secteur privé. Eh bien ça, le service statistique public offre à l'avenir des capacités d'appui. Alors ça a été commencé un petit peu dans l'article sécurité intérieure sur les conditions de travail, offre à la fois des concepts. Les conditions de travail font l'objet d'une observation depuis 1981, en 40 ans, et on a un modèle en Europe. Voilà. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est qu'il faut croiser en fait les données statistiques des différents SSM. Parce que quand on a préparé cette séquence, vous parliez de statistiques longitudinales. C'est ça? Alors non, c'est pas ça. C'est deux choses différentes. La première, c'est de dire que le SSP lui-même est porteur d'observations, mais aussi, de méthodes, de concepts pour investiguer des choses aussi compliquées, par exemple que les conditions de travail, que la santé, aussi débrouiller les chevaux des rémunérations, ça c'est la spécialité des collègues de l'INSEE, qui peuvent servir à tout le monde et être transplantés. Alors ça ne se transplante pas juste comme ça, parce qu'il faut des échantillons qui permettent de le faire, il faut des systèmes d'information, ce qui n'est pas le cas par exemple sur les rémunérations complètement harmonisées. À l'avenir, on peut penser que la déclaration sociale dominative va finir par balayer tout, y compris dans tous les aspects de la fonction publique, et permettra de faire ça. Donc ça, c'est des apports qui sont en fait des méthodes élargies, pas seulement au traitement des données. Le longitudinal, c'est autre chose. Le longitudinal, c'est d'autres formes d'outils. Et où là aussi, il y a une forme de mutualisation qui est notamment permise par l'anonymisation de données et la mise en relation avec des appariements de données de plusieurs horizons. Et effectivement, cette histoire de panel longitudinal ou de cohorte entre la justice et les données effectivement sur les procédures pénales intérieures et justice que vont partager le système statistique, et avec la bienveillance de l'INSEE à la fois en termes d'appui, mais aussi sans doute en termes d'anonymisation, et aussi sans doute un centre de calcul qui devient maintenant celui de la statistique publique, vont permettre, on a un cadre à la fois méthodologique et instrumental qui va permettre de réaliser ce type d'opération. Donc, et moi, j'avoue que je suis absolument ravie d'avoir entendu tout le monde en parler, dont le major général de la gendarmerie, parce que ça prouve qu'en 2 ans, les choses ont complètement mûri, et que tout le monde s'aperçoit que ce truc, quand on en parlait, les gens avaient un peu les yeux ronds, a l'air de commencer à faire émerger un consensus. Alors, il nous reste 2 petites minutes pour notre échange. Est-ce qu'il y a un message essentiel là aujourd'hui que vous avez envie d'adresser à celles et ceux qui sont avec nous, et à celles et ceux qui peuvent nous écouter et avoir envie d'avoir votre position à vous, Mireille Elbaum? Alors, j'en ai plusieurs. Non, mais je vais aller très rapidement. J'en ai un premier qui dit que rien n'est acquis, et que on peut célébrer des étapes importantes, et Dieu sait que c'est important, mais que ce pari du service statistique public, rien n'est acquis. Il faut continuer à surveiller, il faut continuer à faire de la pédagogie, et un appel que j'ai notamment aux futures autorités qui continuent à communiquer sur des chiffres, par exemple de la préfecture de police, c'est de bien dire d'où viennent les chiffres et de ne pas mélanger des constats rapides qui peuvent être faits au niveau des préfectures et des chiffres du service statistique public
estampillés comme tels. Et ça, c'est un problème quotidien. Et de même que les non-ruptures d'embargo, les tentations de communication, c'est un truc quotidien. Et ce qui est aussi très important, c'est que c'est la perspective pluriannuelle. Je rappelle que la montée en charge du SSMSI était inscrite dans une perspective pluriannuelle de moyens et d'effectifs. On n'est pas au bout de cette perspective pluriannuelle. C'est très bien de faire les choses progressivement, mais dans la période actuelle, il ne faut pas que les perspectives pluriannuelles s'arrêtent. Et ça, c'est aussi un principe, ça s'appelle ressources, de code d'adéquation des ressources, du code de bonne pratique de la statistique européenne. Voilà. Le deuxième message, eh bien, c'est qu'il faut bien évidemment ancrer tout ça, solidifier tout ça dans tous les apports possibles du service statistique public et en utilisant toutes ces perspectives. Et l'utilisation de toutes ces perspectives, moi j'y insiste, c'est bien sûr ce panel, et on va en parler cet après-midi, tout le monde va mettre le paquet, à mon avis, effectivement, pour servir de juge de paix entre les ministères de la Justice et de l'Intérieur. Ils ont bien autre chose à se parler que de contestations sur les chiffres et la sévérité des juges ou l'absence de sévérité des juges. Bon, voilà, mais également tout ce que ça offre, et y compris du côté des personnels. Parce que je pense que, mais ça vaut pour l'ensemble des fonctions publiques, on s'aperçoit bien que des problématiques traitées de toute éternité, la DARES, le sens du travail, les risques psychosociaux, etc., qui sont vraiment banales dans comment dire, la sphère du travail privé, qui ont un espèce de passé en termes de recherche, etc., eh ben, il est assez urgent de les transposer à la fonction publique. Quand j'étais arrivée à l'adresse, et la direction générale des hôpitaux m'avait regardé avec des yeux ronds en disant faut faire ça à l'hôpital, faut étendre les choses avec des yeux ronds, et puis maintenant on voit combien c'est utile. Je crois qu'on est aussi sur ce pan-là à même de construire des choses qui vont vraiment être intéressantes pour les politiques publiques, sachant qu'en plus, les organisations syndicales, dans toutes les fonctions publiques, mais aussi bien sûr dans le privé, sont un des destinataires aussi privilégiés des travaux du service statistique public. C'est le cas au CNIS, dont le président a rappelé les fonctions. Merci beaucoup, Mireille Baume, d'avoir été avec nous, s'il vous plaît. Merci beaucoup.